Bonjour, je vais vous demander de vous asseoir, de prendre place s'il vous plaît. Nous allons démarrer. Comme vous le voyez, nous avons 1h30 de retard sur le programme. Donc vous m'excuserez d'être une modératrice policière pour que nous rattrapions le temps. Donc notre panel d'aujourd'hui s'intitule « Le travail et les frontières à l'ère de la globalisation ». Et avec moi, pour discuter, nous avons professeur John Bazman de l'Université du Havre, que je vais présenter après les panélistes. Je m'appelle Rama Saladin, je suis maîtresse de conférences en études internationales et études africaines à l'Université d'Édimbourg en Écosse. Notre premier panéliste est professeur Babacar Diop Bouba, ou Babacar Bouba Diop, qui n'est pas à présenter sur la scène académique intellectuelle sénégalaise. Il est enseignant-chercheur, professeur titulaire de classe exceptionnelle à l'UCAD. Il est aussi le premier secrétaire général du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, SAES. Il est l'ancien président du CONGAD et actuellement il dirige la chaire Renaissance africaine à l'UCAD. Professeur Boubacar Diop Bouba est une figure emblématique du SAES, mais également du mouvement syndical et social du Sénégal. Pour ma part, je l'ai connu avec les forums alternatifs, son implication, les forums alternatifs mondiaux. Bienvenue, professeur. Merci d'être avec nous. Notre deuxième intervenant est professeur Aliou Sène de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation, FASTEF, de l'Université Cheikh Anta Diop du Sénégal. Dans sa présentation aujourd'hui, il va nous parler de la recomposition sociale et des reconfigurations des activités socio-économiques à travers les deux Matam sur la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, il s'intéresse à la période entre 1969 et 2009. Bienvenue, professeur Aliou Sène. Merci d'être avec nous. Notre troisième intervenant nous rejoint en ligne. Elle est basée à l'Institut international de l'histoire sociale d'Amsterdam. Elle est en train de finaliser son doctorat qui est supervisé par les professeurs Lucassen et Van Rossum. Et elle s'intéresse aux conséquences et réactions des travailleurs et des syndicats aux Pays-Bas, au changement dans les dynamiques de travail entre 1970 et 2010. Elle s'intéresse particulièrement aux relations sociales entre travailleurs et leurs possibilités et capacités à s'organiser. Donc, Rosa va présenter aujourd'hui sur la solidarité et la fragmentation, réactions et conséquences de l'évolution des relations de travail dans les ateliers néerlandais entre 1970 et 2020. Donc, notre discutant d'aujourd'hui est professeur John Bazman, qui a fait ses études en France et aux États-Unis. Il est spécialiste de l'histoire du XXe siècle et l'auteur d'articles sur les villes ouvrières, le milieu portuaire, les migrations sud-nord et la représentation des États-Unis en France. Il est actuellement professeur des universités émérites au laboratoire ID du CNRS, Centre national de la recherche scientifique, à l'Université du Havre. Donc, merci d'être avec nous, professeur. Et professeur va, à la fin des présentations, présenter quelques idées critiques sur ce qu'il a pensé des interventions. Donc, juste pour partager un mot sur le format, nous allons donner 15 minutes à chaque intervenant. Et à la suite de cela, professeur John Bazman va faire sa discussion. Mais peut-être avant cela, je vais résumer chaque présentation pour nos panélistes qui sont anglophones en 2 minutes. So, just a quick note on the format. As you will see, most of our panelists are French speakers, so we will be having the panel in French. But at the end of each intervention, I will try to summarize their presentation in 2 minutes so that you can have a summary of the main ideas that they have discussed. And at the end of that, Professor John Bazman will be discussing some of the main themes and in reaction to those presentations. And then the floor will be open to you and you will have the opportunity to interact with our speakers.
Donc à la suite de la présentation de John, nous allons ouvrir la parole pour la session de questions-réponses et vous allez avoir l'occasion de poser vos questions. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec la première présentation qui est la communication du professeur Babacar Diop Bouba. Le travail des dynamiques, des pyramides et des puits au-delà des frontières, le travail des hommes et femmes, des jeunes et des adultes à travers les âges et les pays. Professeur, vous avez 15 minutes et je serai très stricte sur le temps. Merci. Chers camarades, je vous salue tous. Soyez donc syndicalistes ou enseignants ou simples citoyens, professionnels de la communication, bref, citoyens du monde. Je ne vous cacherai pas le plaisir que j'ai de me retrouver à Saint-Louis, dans ma ville natale, où j'ai beaucoup appris dans les familles, à l'école, école coranique, école dite française, francophone, au lycée, etc. Et dans les quartiers, soit Balakos, Sindone, HLM, Diamaguène, Léona. Et je ne vous cache pas que quand je viens ici, eh bien, ça me fait une semaine de respiration intégrale. Alors, hier, à la présentation du livre de Marcel, on a soulevé le débat entre le local et le global. C'est vrai, il y a à réfléchir et le titre de ma communication est à commenter. Il y a des puits, des pyramides et des ponts, presque dans tous les continents. Je suis professeur de civilisation ancienne. Ce qui fait la différence entre les humains, c'est l'intensité avec laquelle on fait telle ou telle chose. Donc au Sénégal, il y a des ponts, eh bien, il y a des puits et il y a des pyramides. Peut-être beaucoup de Sénégalais ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle des pyramides sérères. C'est pas très loin. Il suffit d'être curieux et de voir qu'ici, on a fait des pyramides. Comme en Égypte, la différence, c'est qu'il n'y avait pas la pierre ici. Donc nos ancêtres, ils en ont fait. Bref, je voudrais dire que cette longue histoire du travail des hommes et des femmes, des jeunes et des adultes, à travers le temps et l'espace, j'aborde la problématique à partir d'expériences afro-sénégalaises. Il y a quelque temps, lors d'une intervention au samedi de l'économie, j'avais développé la réflexion sur culture et développement. Je n'insiste pas parce que, aussi bien ce que je vais dire que les annexes sont importants. Mon texte, il y a beaucoup d'annexes. Je ne vais pas partager tout ça. Il y a aussi quelques années, j'ai été invité par l'OIT à Dakar à propos de la célébration du centenaire et l'occasion m'a été donnée d'insister sur certains aspects de la culture du travail au Sénégal. Donc je vais poursuivre ce va-et-vient entre ici et ailleurs. Je commence par taquiner mon collègue et frère Babacar Fall, avec qui, et même avec tous les membres de l'Institut d'études avancées, on est en communion depuis plus de 60 ans, à partir de Saint-Louis et un peu ailleurs, sur le plan syndical, sur le plan politique, sur le plan culturel. Alors, Babacar, dans son livre remarquable sur le Sénégal au travail, dit ceci: la faible prise en compte de ce facteur marché est la base des performances médiocres au plan économique et de l'échec des stratégies de développement ayant abouti à l'explosion de la crise de l'emploi. Facteur révélateur des limites des secteurs publics et privés dans l'offre de travail. Les demandeurs d'emploi venus du secteur de l'éducation, des zones urbaines, de la campagne, s'efforcent de trouver une place dans les activités du secteur dit informel, à défaut de tenter l'émigration vers des pôles économiques plus dynamiques. Le reste, vous pourrez le lire, c'est vraiment un exposé très intéressant sur la situation de l'emploi au Sénégal. Mais j'avais taquiné Babacar à propos d'un sujet qu'il a introduit dans son livre, c'est l'histoire du mythe de Demba War. Les Sénégalais connaissent Demba War, Baye Demba War,
c'est ce culte du travail. Je lui avais dit, Babacar, c'est bon de mettre en parallèle Demba War et Penda Sarr, le travail vu du côté des femmes. Je crois qu'on n'a pas encore eu le temps d'échanger. Entre-temps, j'ai continué mes recherches et je ne vais pas vous développer tout ce qui a été écrit sur Penda Sarr. Il y a une collègue d'origine italienne à l'université Cheikh qui a fait un article remarquable sur le mythe de Penda Sarr qu'on trouve un peu partout, chez les Sérères, chez les Alpulaar, chez les Wolof. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un ami, paix à son âme, Issa Laye Thiaw, qui, dans ses travaux, justement, a permis de voir qu'il y a autre chose. Il n'y a pas seulement Penda Sarr, mais il y a également, même à propos de Demba War, mais Demba War, dans le mythe que Babacar a donné, bon, il s'est plus ou moins suicidé au travail, hein, parce que c'est une dame qui lui a demandé de faire cet effort. Bon, il s'est... Alors, l'autre versant du mythe, que beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas, c'est un mythe de Ndiang Mar, une autre dame, et également un autre qui n'est pas Demba War, qui s'appelle Samba Thiaw. Lui, il a été plus chanceux, parce que le défi, c'était le défi autour du travail. Est-ce que tu peux labourer telle superficie? En ce moment, je serai ta femme. Et Demba War, il est mort dans le mythe que Babacar a donné, mais Samba Thiaw a épousé la dame, Ndiang Mar, parce qu'il a réussi. Bref, c'est dire qu'il est intéressant de voir ces mythes. Et je signale entre parenthèses, quand je faisais ma communication, je n'en ai pas parlé. Il y a un collègue de l'UGB, c'est mon ami Yuri Sall, il est mathématicien, qui s'intéresse à l'histoire. Son travail sur Penda Sarr est remarquable, parce qu'il parle de Penda Sarr à Saint-Louis, à Gendar, et mieux, il parle également d'un autre phénomène que les historiens savent, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Cette dame avait la logistique de l'armée omarienne, Elhadji Omar Tall, dont vous avez entendu parler. Mais c'est elle qui avait toute la logistique de l'armée. Tant qu'elle était avec les troupes, les victoires étaient comptées. Mais quand cette dame a décidé de rentrer à Ngaoulé, Ngaoulé c'est pas loin, c'est vers Podor pour les Sénégalais. Mais l'armée a commencé à avoir des défaites. Et vous connaissez la suite de l'histoire des campagnes d'Elhadji Omar dans la région du Mali, etc. Bref, c'est pour dire que la dimension genre est à prendre en compte. Alors, hommes et femmes au travail. Je vais aller très vite. Là je porte mon manteau de professeur d'histoire ancienne. Un des textes les plus anciens sur le travail en Afrique. Texte écrit, il est du 5e siècle. Bon, je parle brièvement. Il y a d'autres textes, les textes égyptiens, mais je parle des textes qui sont mieux connus, les textes des historiens, et surtout un historien, celui qui est considéré comme le père de l'histoire et de la géographie. Il s'appelle Hérodote. Voilà ce qu'il dit à propos de l'Égypte. Il a écrit 9 livres, mais il y a un livre, le livre 2, est consacré à l'Égypte. Il dit, un ordre parfait existait en Égypte, le pays jouissait d'une grande prospérité, mais Khéops, après avoir régné sous les Égyptiens, les réduisit à une complète misère. D'abord, fermant tous les sanctuaires, il les empêcha d'offrir des sacrifices, puis il les força de travailler tous pour lui. Aux uns étaient assignés de traîner des pierres à partir des carrières, des carrières qui sont dans la montagne arabique, et à d'autres, bon, il y avait des tâches, le travail était accompli par des troupes, des myriades d'hommes qui se renouvelaient à chaque trimestre, le temps pendant lequel le peuple fut soumis à d'exténuants labeurs aurait été de 10 ans pour l'établissement de la chaussée par où on traînait les pierres, ouvrage qui, à mon avis, n'est guère moindre que la pyramide. Khéops, c'est un des grands pharaons. Si vous allez en Égypte, ces grandes pyramides-là. En serait venu à ce point de perversité que, manquant d'argent, il aurait placé sa propre fille dans une maison de débauche et lui aurait prescrit de se faire verser une certaine somme que j'ignore, car les prêtres n'en précisaient pas le montant, etc. Bref, il y a eu la pyramide qui est au milieu du groupe de 3,
devant la grande pyramide. Ceux qui connaissent l'Égypte, c'est les 3 grandes pyramides qui sont toujours là-bas d'ailleurs. Et dont chacune mesure, etc. Bref, je ne vais pas commenter, parce que je l'ai fait souvent avec mes étudiants pendant 30 ans. Hérodote est un cas intéressant, parce qu'il y a des faits. Les pyramides sont toujours là-bas. Mais il y a beaucoup d'affabulation. Il y a beaucoup de choses qu'il dit. Des fois, il a mal compris. Des fois, peut-être... Parce que Hérodote a écrit au 5e siècle avant, et ce qu'il décrit, ça date de 3000. Vous voyez bien la différence? Voilà. Il y a une collègue qui s'appelle Tiffaine Aziza, qui a fait un livre, Le kaléidoscope hérodotien, images, imaginaire et représentation de l'Égypte. Cette dame a beaucoup travaillé sur l'image de la femme. Chez Hérodote, je ne vais pas insister. Il y a des collègues américains aussi qui ont beaucoup parlé de la femme. Je n'insiste pas. Les sources grecques sur l'histoire africaine permettent également d'en savoir un peu plus. Parce qu'on a des sources des Grecs, mais il y a aussi des textes égyptiens. J'ai fait égyptologie, je sais également, entre parenthèses, les premières grèves dans l'histoire de l'humanité, c'est en Égypte. Des ouvriers ont arrêté le travail. Ils ne demandaient pas d'argent, mais ils demandaient au pharaon, si tu ne donnes pas assez à manger, on arrête. Donc, contrairement à ce qu'on pense, je renvoie aux travaux de Cheikh Anta, au Benga, ils savent cela. Il y a eu des révolutions, des royaumes. On a renversé des rois, etc., etc. Donc là aussi, c'est pour aller. Mais je vous donne une description, et tu pourras m'interrompre juste si je dépasse. C'est un texte de Diodore de Sicile. Diodore, il est du 1er siècle. C'est un... Diodore de Sicile, c'est en Italie, si vous voulez. Mais c'était le cas de l'Empire romain. Vous savez, en Afrique, les Grecs sont venus, les Romains sont venus, les Arabes sont venus, etc., etc. Voilà un texte très intéressant sur le travail. Voilà ce que dit Diodore. À l'extrémité de l'Égypte, sur les confins de l'Arabie et de l'Éthiopie, Éthiopie, c'est un mot pour dire le pays où il y a des Noirs. Bon, c'est comme le mot Soudan chez les Arabes. Il dit, il y a des mines d'or, et voilà comment ça se faisait. La terre de couleur noire est remplie de protubérances et de veines. Voici comment sont les procédés. On expose à un feu violent la partie la plus dure de la terre qui contient l'or. La roche est amollie, etc., etc. Les enfants, maintenant le travail. Les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté s'introduisent par des galeries dans les cavités de la roche, ramassent, non sans beaucoup de fatigue, les fragments de pierres détachés et les portent en plein air, à l'ouverture, etc. Je ne rentre pas dans les détails. D'autres ouvriers, mais âgés de plus de 30 ans, prennent une certaine mesure de ces fragments et les broient dans des mortiers de pierre avec des pilons de fer jusqu'à ce qu'ils soient réduits à la grosseur d'une lentille. Et auprès d'eux sont les femmes et les vieillards qui reçoivent de petites pierres, les jettent sous des meules rangées, plusieurs de suite, et 2 ou 3, il me reste encore 3 minutes. Bon, bref, vous pourrez voir la description vraiment du travail. Comment ça se fait? Et il y a un texte que je ne peux pas, une partie, il dit que les gens sont maltraités, il y a des estropiés, les femmes, en raison de la faiblesse de leur sexe, tous sont à coups de fouet, contraints de travailler, jusqu'à ce que, complètement épuisés par les fatigues, ils périssent de misère. Ainsi, des hommes malheureux, à ce point, voient l'avenir encore plus effroyable que le présent et attendent avec impatience la mort qui leur semble préférable à la vie, tant le supplice auquel sont condamnés est affreux. Voilà une description du travail. 1er siècle en Afrique. Alors, face à cette situation, il y a eu des grèves et des révolutions. J'ai écrit un livre sur les syndicats dans l'histoire, partition universitaire. Dans l'incipit, j'expose les réflexions sur le monde du travail dans l'Antiquité. Je termine pour conclure. Je reviens au Sénégal. Que prévoit le droit du travail pour protéger femmes et enfants au Sénégal? Là, je lis juste quelques articles hein, pour nos amis qui viennent de l'extérieur. Article L142. Des décrets fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes. Et il y a également des textes
sur le travail des enfants. On pourra en parler parce que les textes, vous savez, le métier de légiste est très complexe. Ceux qui écrivent les textes de loi, il y a des nuances de telle sorte que c'est des brèches ouvertes. Je prends un exemple. L145, les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même apprentis, avant l'âge de 15 ans, sauf dérogation édictée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leur être demandées. Ça, c'est le texte au Sénégal. Article 146, l'inspecteur du travail et de la sécurité peut requérir l'examen des femmes et des enfants par un médecin agréé en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n'excède pas leur force. Cette réquisition est de droit et la demande des intéressés. Voilà, dans les débats, on pourra revenir. Je conclus, madame. Ainsi donc, il faut gérer la diversité et exploiter les talents. La gestion de la diversité est le processus de création et de maintenance d'un environnement équitable qui permet naturellement à tous les employés de s'épanouir pleinement dans la poursuite d'objectifs communs. Le Code du travail actuel au Sénégal, même s'il a une... J'étais content d'entendre Guiro le dire, même s'il a une longévité relative, il a plus de 24 ans maintenant, a besoin d'un toilettage. Et je cite un autre secrétaire général, Cheikh Diop, j'ai vu un article qu'il a écrit tout récemment dans la presse. Voilà ce qu'il dit, et je termine par là. Le Code du travail, le constat qui se dégage est sans équivoque. Honore le système de protection sociale donc, dans vos pays. Et intégral. Bon, est-ce qu'il est intégral? Y compris l'allocation chômage, le travail décent qui est en voie d'être une réalité. Tandis que chez nous, nous sommes encore au stade du socle minimum en matière de protection sociale, loin d'un système de sécurité sociale intégral. L'indemnité de chômage est un rêve. Le travail qui se ratifie n'est pas du tout décent si on considère la définition de l'OIT. Mon dernier mot, il faut donc élargir certains ponts, comme le pont que vous voyez là, le pont fédéral. Il faut même d'autres ponts, parce qu'à Saint-Louis, les gens sont fatigués. Saint-Louis a besoin d'autres ponts. Moi, j'habite les HLM là. Il serait bon qu'il y ait un pont ici pour aller vers le lycée Charles de Gaulle. Il faut d'autres ponts. Il faut briser certains murs et inverser beaucoup de pyramides. Et je vous remercie. I will summarize his presentation at the end of all communications so that John can also have a fresher idea of what has been discussed. Aliou, vous avez la parole. Merci. Oui, s'il te plaît. Ou bien, en attendant que la diapo soit mise à disposition, je vais, I will summarize the presentation now, so we have some time. So in his presentation, Professor Babakar Diop Bouba was using the metaphor of labor in the pyramids and also digging wells. But starting with the seminal book from Professor Babakar Fall on labor in Senegal, he was saying that we needed to have a more inclusive history of labor in Senegal, which includes women as well as the work of children and integrating the gender dimension, actually. So he started by retracing the history of the patronyme Sar, which is a patronyme that is very common in the Serer matrilineal group in Senegal, which is one of the three. We have more ethnic groups, but the Serer group is one important. And he was using this metaphor in order to share how, in his book, Professor Fall was focusing on Demba War, forgetting about Penda Sarr. And when he committed suicide, somebody else, one of his companions who didn't commit suicide, ended up marrying Penda Sarr. So he was saying that there is something in this history about the myth of resiliency, and maybe there was something to be gained in also retelling or narrating the story of Penda Sarr. And after that, he went on to share some of the labor dimensions using
the work of Virginia Tiziana Brusone, in the work of Omar Kanté, and highlighting the centrality of the gender dimension. And finally, he used a case study from Egypt during the construction of the Khéops pyramid, and also using the texts from Herodot to show how there was a gender division of labor. And he finished his presentation coming back to Senegal to highlight the need for a more inclusive social protection for all, men, women, and children at work, even if the work of children is still taboo in most of our texts. So this is the essence of his presentation. Thank you for your excellent summary. Je vais faire une annonce pour qu'on puisse permettre au professeur Sen de présenter sa diaporama. Personne ne pourra être connecté sur Internet, donc ne soyez pas étonnés. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très content aujourd'hui d'être là et de vous présenter mon sujet. Mais avant ça, ce n'est pas une chose facile, puisque je suis entouré par mes professeurs qui m'ont formé au niveau de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je veux nommer par là le professeur Bouba, le professeur Fall et le professeur Khalidou Diallo, qui m'ont formé au niveau du département d'histoire. Donc, vous comprendrez avec moi que, en tant qu'étudiant, devant ces professeurs qui l'ont formé, ce sera un exercice qui ne sera pas du tout facile. Mais tant bien que mal, pour les honorer, je vais essayer quand même de m'attacher à cette tâche-là. Mesdames, Messieurs, le mouvement de population et les activités humaines ont pendant longtemps animé le vécu des habitants des deux rives du fleuve Sénégal. Je rappelle, ma communication porte sur la recomposition spatiale et reconfiguration des activités socio-économiques à travers les deux Matam. Il y a ce qu'on appelle Matam Sénégal, Matam Mauritanie, donc au niveau de la frontière, de 1969 à 2009. Donc, depuis le Moyen-Âge, l'Afrique de l'Ouest est inscrite dans une dynamique de circulation des personnes et de commerce transsaharien entre le Maghreb et l'Afrique du Nord. La colonisation suivie de la balkanisation de l'Afrique a entraîné beaucoup de difficultés pour les jeunes États. Cette configuration du continent constitue un enjeu majeur pour son développement et pour sa sécurité. À l'ère de la mondialisation, plusieurs organismes sont mis sur pied en Afrique de l'Ouest pour créer des ensembles cohérents afin de faciliter l'intégration. La CEDEAO, par exemple, à travers son programme d'initiative transfrontalière, prône l'intégration régionale à travers le bas ou à proximité. Au-delà de faire l'intégration à partir des institutions panafricaines, en haut, au sommet, mais il faut partir pour arriver à un développement par une intégration des peuples par le bas au niveau des frontières. On assiste dès lors à une prise de conscience de l'importance de la dimension spatiale des mouvements migratoires des travailleurs, des échanges transfrontaliers entre Matam Mauritanie et Matam Sénégal dans la construction de l'intégration régionale. En effet, dans cet espace, les populations franchissent la frontière depuis toujours à l'aide des réseaux familiaux, religieux et encore marchands. Elle est perçue, cette frontière, par les différentes communautés Halpulaar, Meur, Soninké, comme une ligne de séparation. En réalité, ces États nés de l'indépendance n'ont rien à voir avec ce qu'on avait connu auparavant, avant la colonisation, donc des États qui existaient. Et donc, avec l'indépendance, il y a eu ce qu'on appelle des frontières de séparation. Et pour les populations, ces lignes de démarcation n'existent que sur le papier pour différencier deux États de systèmes politiques différents, mais aussi peut-être avec des économies différentes. Mais au sein de la population, cette frontière n'existe pas. Parce que depuis toujours, avec des liens qui existaient, les populations continuent toujours à se mouvoir au niveau de cette frontière. De ce fait, ce fleuve constitue un lieu d'échange et une source d'union entre les peuples qui le partagent. Et malgré les divergences politiques
administratives et économiques existant entre le Sénégal et la Mauritanie, la mobilité autour de la frontière a fini par créer un lien fort qui se traduit par des flux financiers très importants et par des brassages socio-culturels. On peut dès lors se demander, si vous voulez, quels sont les dynamismes qui sont observés au niveau de cet espace frontalier. Quelle est la typologie des activités humaines entre Matam Sénégal et Matam Mauritanie? Quel rôle jouent ces dynamiques dans le processus d'intégration régionale? Ainsi, nous avons donc émis l'hypothèse selon laquelle que malgré l'absence d'infrastructures, que j'appelle malgré le dictat de la géographie, au sein de ces frontières, les gens ont développé ce qu'on appelle une force de désespoir. Une force de désespoir comme réponse à la dictature, à la dictature de la géographie. C'est-à-dire, malgré l'enclavement de Matam, malgré l'enclavement de Matam-Mauritanie, qui est éloigné un peu des centres, les populations ont su développer ce qu'on appelle la force du désespoir. Donc, ils ne peuvent que compter sur ces relations des travailleurs au niveau de cette frontière pour essayer de développer leur localité. Et ce que je dis est intéressant, puisque ça rejoint à la problématique ou aux perspectives de l'auteur du livre où on parlait des dynamiques locales, mais aussi au niveau global. Pour vérifier cette hypothèse, pour vérifier cette hypothèse, nous avons eu recours à des données recueillies lors des enquêtes au Fouta Toro, c'est au nord du Sénégal. Nous avons aussi exploité et examiné quelques travaux de recherche en sciences humaines et sociales sur l'histoire de la vallée du fleuve Sénégal. Le cadre géographique de notre communication, de notre sujet dans lequel s'inscrit cette étude part de 1969 à 2009. En 1969, l'espace de Réo, qu'on appelle Matam Mauritanie, était des champs occupés par des habitants de Matam Sénégal. Mais à partir de 1978, la Mauritanie commence à prendre possession de ces terres et à limiter les déplacements, la présence des Sénégalais. Je me rappelle quand j'étais enfant, 7 ans, 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, quand je faisais CICP, mes parents, quand je sortais de l'école à Navel, mais je traversais le fleuve pour aller en Mauritanie, pour aller prendre le repas là-bas, parce qu'on avait des champs au niveau de Matam. Mais c'est après cette communication, en faisant des enquêtes, des recherches, j'ai compris vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passait au niveau de cette frontière avec des souvenirs d'enfance. Quant à l'année 2009, elle marque la multiplication des échanges entre les deux espaces, surtout avec l'existence de la route Matam-Linguère. Cet axe est un débouché important pour les travailleurs, pour le commerce de bétail. Ainsi, les Mauritaniens fréquentaient régulièrement la piste de bétail menant vers Dakar. L'objectif de cette communication est de montrer à travers une analyse des activités humaines et des rapports socio-religieux la recomposition spatiale et les transformations sociales de cet espace transfrontalier des Matam. Ainsi, si le diapo est prêt, je pourrais faire une lecture commentée du diapo. Technicien, c'est bon? Ok. Donc le plan de ma communication, on a l'introduction que je viens de faire, la construction de l'espace transfrontalier des Matam, 2, les échanges transfrontaliers, quand ici je dis le lien historique l'emporte sur la séparation. Donc c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, que malgré cette frontière, les liens historiques, les rapports sociaux remportent sur la question de la séparation. Les relations en toi, donc commerciales, migration, rapports sociaux et religieux, et enfin la conclusion. Vous pouvez le diapo suivant. Et là, vous observez, on a le Fouta Toro, donc Matam se trouve là-bas, qui est entre les deux, au niveau des deux rives, on a Matam Sénégal, Matam Mauritanie, et une carte qui illustre un peu donc, le fleuve Sénégal. Diapo suivant, slide.
Là, c'est historique et peuplement. Donc, Matam est d'abord appelé au tout début donc Sinthiou Bouba. Donc Matam, c'était Sinthiou Bouba qui aurait été fondé donc, disons, à partir du XVIe siècle par Farba Boubou Gaye, qui était un pêcheur qui est venu donc de Kounkani, une localité donc située au nord, au niveau de Bakel. Et la compagnie française de Ngalam donc du XVIIe siècle construit un fort en 1957 et ont permis quand même l'extension de la ville de Matam. Donc Matam Réwo qui est fondée en 1967 et en 1977 la Mauritanie, comme je disais tout à l'heure, qui voulait prendre possession donc à ces terres. Et les événements de 1989 aussi ont entraîné des tueries, des otages, et les relations diplomatiques sont rétablies en 1992. Donc, mais malgré tout cela, ça n'a pas empêché quand même l'établissement des rapports entre les différentes communautés qui traversent la frontière, mais aussi qui essaient de travailler d'autre part de la frontière. En petit 2, nous avons donc les échanges transfrontaliers. Là, je disais quand le lien historique remporte sur la séparation. Et donc, j'ai dit donc le dictat de la géographie est la force du désespoir. Quand donc les peuples sont condamnés à vivre ensemble, ces peuples développent quand même de certains liens pour essayer de survivre. Et donc, c'est pourquoi il y a eu des visites et des rencontres d'échanges entre les différentes autorités administratives, l'ouverture des autorités administratives, parce qu'il y a des questions. On a deux nations, des personnes qui travaillent de l'autre côté et vice-versa. Quand il y a un différend qui apparaît, etc., comme ce sont deux nations, soit on fait appel à droit international, ou bien on va user quand même des relations historiques, coutumières, donc, qui existaient entre ces différents peuples. Les autorités administratives donc, de Wilaya, de Gorgol et de la région de Matam rencontrent tous les 6 mois. Règlement des problèmes liés à la divagation donc, des animaux, des champs, etc., affaires civiles et pénales. La pratique aussi de la réconciliation et de la concertation après comme le seul moyen pour régler les problèmes. Le diapo suivant. Coordination des actions des travailleurs. Les règlements de litiges matrimoniaux avec des mariages qui existent entre des Sénégalais et des Mauritaniens, des travailleurs sénégalais et des travailleurs mauritaniens, et qui sont rarement déclarés donc, au niveau de l'état civil. Et quand des problèmes de divorce ou bien des problèmes donc, qui touchent le mariage donc, apparaissent, il faut essayer de trouver des liens pour essayer de résoudre cela. Et là, ce n'est pas le droit, on ne fait pas recours au droit international, mais plutôt donc, aux stratégies locales pour essayer de trouver des solutions. La coordination entre les travailleurs, les techniciens, etc., la situation pathologique. Souvent aussi, même les techniciens, même les fonctionnaires au niveau de Matam, comme on parle de travailleurs, au niveau de Matam Sénégal, Matam Mauritanie, sont obligés de se réunir à chaque fois pour essayer souvent d'apporter une riposte par rapport à une prévention des maladies, etc. Ou bien, dans le cadre de la criminalité, dans le cadre du banditisme, il faudrait aussi conjuguer les efforts pour essayer de trouver des solutions. Ou bien, tu vois, un travailleur, son patron est du côté de la rive gauche, qui ne paye pas ses travailleurs, etc. Et alors que les travailleurs sont de l'autre côté. Comment trouver des solutions par rapport à ça? Donc, tout cela, il faut un dialogue social pour essayer d'encadrer tout cela. La condition donc des actions dans le secteur de la santé, etc., je viens de le dire. Et enfin, donc, petit 3, je vais terminer par là. Le diapo suivant, voilà. Donc, je disais les relations commerciales, migration, rapports sociaux, etc. Donc, les activités commerciales et migration. La forte circulation de biens en 2009, les exportations sénégalaises vers la Mauritanie étaient estimées à plus de 171 milliards et plus. En saison sèche, qu'est-ce qu'on a constaté au niveau de cette rive? Les peuls de la rive gauche conduisaient leurs troupeaux sur la rive droite, mais aussi
les éleveurs donc, de l'actuelle Mauritanie traversaient le fleuve pour faire le Nyangal. Le Nyangal, c'est après qu'on a récolté les champs, etc. Donc on appelle vente pâture, etc. Ils payent des champs déjà récoltés et donc ils amènent le troupeau pour essayer de brouter l'herbe, etc. La rive droite aussi, moins peuplée, était favorable à l'élevage en période humide et la rive gauche dispose des arrière-plans plus humides, conservés toujours du pâturage en période de sèche. Donc des migrations de travail conduisaient les peuples de la Mauritanie vers le Sénégal, surtout avec la construction, comme je disais tout à l'heure, de l'axe Matam-Linguère-Dakar, qui est un débouché important sur le plan du commerce du bétail. Donc les rapports sociaux et religieux, les migrations de cérémonies. Donc là aussi, entre guillemets, le Fouta, c'est la vallée du fleuve Sénégal, la religion qui domine, c'est l'islam. Et il y a eu beaucoup de ziyara et beaucoup de visites aussi des shérifs, qu'on le dit, les descendants, donc des descendants du prophète Mohammed, qui quittent souvent la Mauritanie, qui traversent le fleuve, qui viennent aussi au niveau de Matam, mais aussi en période de Tabaski, Korité, comme aussi pendant le grand ziyara donc, du Tcherno Mohamed Samassa qui se trouve au niveau de la Matam. Au niveau de Matam, nous notons aussi donc des visites, des échanges aussi entre les travailleurs aussi qui essaient de fréquenter ces lieux. Et enfin, la conclusion. L'espace transfrontalier Matam-Sénégal, Matam-Mauritanie est une référence de configuration des activités socio-économiques transfrontalières. La géographie, l'histoire et les liens sociaux ont enraciné jusqu'à un point dans les deux pays l'habitude d'une coopération transfrontalière. À cet effet, le développement des projets transfrontaliers constitue une réponse concrète au dictat de la géographie. Donc, vous voyez, au tout début, Matam était un seul espace. Matam était un seul espace entre les deux rives. Mais avec les indépendances, il y a eu donc cette division, la frontière. Mais malgré l'existence donc de la frontière sur le plan administratif, sur le papier, etc., les populations, dans leur entendement, la frontière, elle n'existe pas. Au contraire, ce fleuve ne constitue pas un frein ni une frontière pour les populations, mais au contraire un trait d'union, un pont qui les permet quand même de continuer à tisser des liens qu'ils ont toujours entretenus. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Just to summarize, juste pour résumer, il a parlé de la frontière comme pont et non pas de la frontière comme espace de séparation. Et donc, c'est à travers des dynamiques par le bas que les populations vraiment incarnent ce que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest appelait de ses voeux, c'est-à-dire une intégration des peuples et non pas seulement une intégration institutionnelle. So, just to summarize, Aliou has made a presentation on how borders are reconfigured, how populations are refashioning their relationships to resist the impositions from above, the spatial reconfiguration of space. So in the case study he used, this is a relationship between the two Matams, and after devolution, the Mauritanian side of the border was trying to centrally manage lands and was trying to recuperate the land from the Senegalese workers, Senegalese horticultural, agricultural workers, and there was some resistance because these populations were using these lands as a mean of livelihoods, as a mean of production and reproduction. So in order, and this administrative reconfiguration has created tensions and which later led to the 1989 conflict between Senegal and Mauritania, which were only solved in 1992. So Aliou has really made a formidable presentation talking about how it was about really allowing an integration of the people and not an integration from above of the administrative institutions. So even though there were meetings between the two sides of the rivers, between the leaders, administrative leaders from the two sides of the bank, in order to coordinate workers' action to solve territorial or matrimonial disputes and health and safety issues, there were also still
an integration from below because of the labor migration, which was an important dynamic, but as well, trade was also an important facet of this migration. Most of the time when we talk about migration, we talk about labor, we talk about people. We forgot about capital flows, we forget about those less intangible mobility. So finally, he really identified some forms of cross-border flows, be it the pastoralist activities, the labor migration, but also the migration for attending ceremonies, be it religious or familial. So thank you so much for this rich presentation, Aliou. Bonjour tout le monde, on va entrer dans le vif du sujet. Donc la présentation de Babacar Bouba Diop me semble intéressante à beaucoup d'égards. La première, c'est l'utilisation de mythes et de légendes anciennes dans l'histoire ouvrière. Cette utilisation est très importante pour la popularisation, parce que très souvent, les masses travailleuses ont plus de culture folklorique, religieuse, diverses, et pour s'exprimer dans leur langue, il faut faire référence à ces légendes. Je sais qu'aux États-Unis, il y a un mythe sur le concours, enfin la tentative de travailler plus que tous les autres, d'être le champion du travail. Il y a une chanson qui est très populaire dans le mouvement ouvrier américain, qui est peut-être d'origine d'ailleurs africaine et des esclaves, qui s'appelle 16 tons. 16 tonnes, c'est parce que quelqu'un a réussi à bouger 16 tonnes. Il y a aussi John Henry, qui est quelqu'un qui veut travailler pour son patron jusqu'à en mourir. Donc, c'est tout à fait utile et intéressant de rappeler cette question des légendes. Et donc, pour les historiens du travail, en contact avec les syndicalistes et autres activistes des mouvements sociaux, de rappeler l'importance de faire référence à ces mythes fondateurs. Et je sais que en Europe et en Amérique, il y a une culture chrétienne où on parle beaucoup de Jésus, le travailleur, Jésus, le charpentier. Tout le catholicisme de gauche utilise beaucoup ce genre de modèle. Donc c'est intéressant de ce premier point de vue. Deuxièmement, vous nous rappelez qu'on a toujours catégorisé ce qu'on voit ici comme la masse des travailleurs et travailleuses. On a toujours catégorisé, vous citez les femmes, les enfants, les personnes âgées, et ce que vous appelez les adultes, et donc toutes sortes de cas où toutes ces catégories doivent être prises en compte. Donc là, vous le citez, c'est le Code du travail du Sénégal, le L 142 et 145, oui. Oui, c'est assez surprenant par rapport au Code du travail international. Quand il est répercuté dans les pays, il y a toutes sortes d'exceptions. Donc c'est pas une question, c'est une invitation à commenter. Et puis je continue sur Aliou. Donc très content aussi d'entendre cette présentation, parce que dans la ville où j'habite, Le Havre, il y a une très grande communauté sénégalaise et une très grande communauté mauritanienne, avec un très fort pourcentage de Halpulaar. Et les Halpulaar mauritaniens et sénégalais se retrouvent sans frontières au Havre. Et on a toutes sortes d'histoires sur ces choses-là, parmi mes étudiants notamment. Donc, mais sur le fond, la question qui est posée, alors il y a une première petite remarque. Aliou, vous parlez du diktat de la géographie. Je pense que vous parlez de la géographie coloniale qui disait voilà la frontière de mes possessions. Et c'était l'origine de la géographie.
Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de collègues géographes qui sont très progressistes, émancipateurs, et qui disent mais c'est le diktat de l'histoire, les États c'est l'histoire, c'est pas les géographes. Enfin, mais c'est une formule un peu trop simple de la géographie. Attendez votre tour. Et donc il faut que l'histoire du travail se nourrisse d'apports pluridisciplinaires, transdisciplinaires, de l'anthropologie, de la géographie, de la sociologie. Cette question des problèmes transfrontaliers, vous soulevez la question de la dimension travail dans cette grande question transfrontalière, puisque en général, elle est traitée par le droit international. Souvent, quand il y a une guerre, on dit au moins prenons comme base le droit international, les États reconnus par l'ONU. Mais la réalité, c'est qu'il y a tous ces échanges que vous avez commencé à détailler qui sont très importants. Moi, j'ai vécu 2 ans à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, avec une rivière, le Rio Grande, qui sépare. De chaque côté, d'un côté, il y a Brownsville, de l'autre côté, il y a Matamoros. Un peu plus haut, il y a une autre double ville, etc. Et il y a plein de gens qui travaillent d'un côté ou qui ont des familles des deux côtés. L'histoire de la conquête, tout ça, c'est très lié. Il y a des autres frontières, je ne sais pas si avec beaucoup d'échanges transfrontaliers, mais qui n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. La frontière entre la Belgique flamande et la Hollande, voilà, c'est une autre. La frontière entre le Pakistan et l'Inde, je suppose qu'il y a plein de problèmes semblables. Israël-Palestine, évidemment, il y a plein de travail et d'investissement dans tous les sens. L'Irlande du Nord et la République d'Irlande, c'était une grande question quand le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne. Tout d'un coup, les lois changeaient, il fallait adapter à la réalité locale. Donc, il y a plein de questions importantes qui sont soulevées par cette question transfrontalière. Donc, voilà quelques idées qui me sont venues. C'est très complexe. L'exemple que je connais le plus, c'est en Égypte pharaonique, mais les pharaons là, ils mettaient des bornes frontières. Hein. Ils savaient qu'en allant vers l'Asie, parce que l'Égypte avait des colonies en Asie, là où il y a la Palestine, il y avait des bornes frontières. La différence entre l'Égypte et le Soudan actuel, là où il y a le Soudan actuel, il y avait des frontières. Donc c'était marqué. Donc c'est les États, c'est des États qui créent des frontières, pas les populations. Ça, je voudrais le dire. Et vous savez, la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, mais elle date des années 60. Moi, mon père travaillait aux travaux publics. Mais je me rappelle, c'est eux qui, dans les années 60, ont mis la frontière. Si vous allez cet après-midi ou demain, juste après le fleuve là, vous allez voir les bornes. À Saint-Louis, vous marchez au bord de la mer. À un moment, vous êtes dans le territoire mauritanien. Parce que la mer, c'est très difficile. Bon, donc, faisons attention. Et la France, il faut la nommer. C'est la France qui a créé l'État mauritanien. Et le Maroc, comme par hasard, il joue demain au football là. Et le Maroc était contre. Nous, au Sénégal, on a plus ou moins subi cette affaire. France, qui a créé la Mauritanie. Saint-Louis était capitale du Sénégal et de la Mauritanie. Il y avait juste, d'ailleurs, si vous voulez visiter, vous allez voir, il y avait la radio. Donc, ces frontières... alors, je termine par une chose. Maintenant, il y a une nouvelle situation, bien que je ne sais pas dans le programme. C'est beau qu'ils visitent le vieux Saint-Louis là. Mais j'espère qu'avant de rentrer, vous allez traverser le pont de Gendar là. Vous allez visiter, vous allez voir le nombre de grands bateaux, l'exploitation du pétrole et du gaz. Voilà la nouvelle situation de Saint-Louis. Avec la guerre en Ukraine
Et les problèmes. La nuit, si vous êtes à Saint-Louis, si vous ne restez pas sur l'île, vous allez voir la nouvelle situation géostratégique. Il y a beaucoup de bateaux et actuellement, les Saint-Louisiens, attention, dans quelques années, si vous ne faites pas attention, ceux qui n'ont pas de maison, je ne sais pas où est-ce que vous en aurez. Donc, voilà la nouvelle situation de la mondialisation et de la globalisation. Pétrole et le gaz à Saint-Louis. Merci beaucoup. Because despite all our efforts, it was impossible to have her with us. Donc ce que je voulais proposer, c'est qu'on invite Rosa à la prochaine session parce que malgré tous nos efforts, il a été impossible qu'elle nous rejoigne, malgré le nouveau lien et tout. Elle n'arrive pas à avoir accès. Donc je voulais vous inviter avant de clore cette session, juste revenir sur l'importance du programme, de la conversation qu'on a eue. Vous m'entendez bien? Sur le travail et les frontières à l'ère de la globalisation. Malheureusement, entre les contraintes logistiques, je n'ai pas pu prendre les notes de la conversation de John, mais je pense que vous avez tous entendu ce qu'il a dit. Et John, notre discutant. Il a dit ça en français, mais tu peux traduire en anglais. Yeah, you can say it in English because John is bilingual. Thank you so much. This is to summarize briefly in English what I said, the questions I rose to Babacar Bouba Diop. The first comment was on the importance of using legends, myths, folklore, whether religious or secular or something else, to convey the idea of labor, of work, and studying its importance in history and transmitting it to trade unions and other social movement activists who can speak with these legends to the great masses of laborers of all sexes and all ages and all. And I gave an example. I think for those of you who know American folklore, there's two songs. One is 16 Tons, about a worker who tries to work so hard, and the other one is John Henry, who is working for his boss. He's working so hard that he dies. Anyway, that was a comment. And secondly, I underlined the fact that he shows how throughout history labor and work have been always divided in descriptions into categories. Ancient texts speak about children, old people, sick people, workers. The distinction is already made from very early in Egypt, and that's interesting. Okay, and you've already answered that. And now, and to Aliou Sen, I said that in my own town, Le Havre, there's a lot of Mauritanians and Senegalese, many of them Halpulaar, and they live together without borders. Anyway, so I raised the question that Aliou is very intent. He used the term diktat of geography, and I said it was a bit strange because what he means is the diktat of state borders drawn by colonial geography. But today, many colleagues who are geographers are progressives, and we have to integrate the contributions of geography, anthropology, sociology in the history. So he reacted with, yes, well, it's about despair, the politics of despair and enclaves. Anyway, oops, I pointed out how the question of labor in, how do you say transfrontalier in English, is cross-border problems exist throughout the world,
and very often they're studied from the point of view of international law, from the point of view of official states recognized by the United Nations, and the reality is all these exchanges of labor, and I gave the examples of the Mexico-US border with the Rio Grande River, the possibly different case of the border between Belgium and Holland, the Pakistan-India border, the Bangladesh also, Israel-Palestine, and the last one to be discussed was when the United Kingdom withdrew from the European Union. The question of the border between Northern Ireland and the Republic of Ireland was posed with a lot of force and is still a big subject. That's what I said